Bienvenue dans le débat de France 24. Black Lives Matter, ce qui n'était jusque-là qu'un slogan réservé à ceux qui manifestent outre-Atlantique contre les violences policières envers les Afro-Américains, est en passe de devenir un cri de ralliement mondial, celui d'une génération au sein de laquelle chacun s'estime concerné par les injustices commises au nom de la couleur de peau. La mort de George Floyd a créé un électrochoc, et pas qu'aux États-Unis, où l'on s'apprête à célébrer ses funérailles à Houston, la ville où il a grandi, tandis que le policier à l'origine de sa mort par asphyxie comparaît lui aujourd'hui au Minnesota pour homicide volontaire sans préméditation. Cette affaire marquera-t-elle un tournant irréversible dans la lutte contre les discriminations? Y aura-t-il un avant et un après George Floyd? On en débat avec Mme Fatou Niang, réalisatrice notamment du documentaire Marianne Noire sur la représentation des femmes noires ici en France. Vous enseignez la littérature française et francophone à la Carnegie Mellon University à Pittsburgh, aux États-Unis, où vous vous trouvez actuellement à New York. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Également parmi nous, toujours à New York, John Rick MacArthur, président du Harper's Magazine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour également à Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir. Et puis également parmi nous, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris de Assas, auteur de « Et s'il gagnait encore ?» Point d'interrogation. Il, c'est évidemment Donald Trump, un livre paru aux éditions VA Press. Et puis également de Joe Biden, le 3e mandat de Barack Obama, également chez VA Press. Alors, vous avez tranché depuis, Jean-Éric Brana? Ah, mais j'ai tranché dès le premier, puisque dès le premier, j'expliquais qui, à mon avis, pouvait l'emporter, en tout cas avec plus de chance et pourquoi, et je poursuis dans le second que vous avez effectivement nommé. C'est devenu en tout cas un phénomène mondial. 2 semaines après la mort de George Floyd, des centaines de milliers de manifestants ont dénoncé durant ce week-end les violences policières aux 4 coins de la planète, fustigé aussi les discriminations, récit en images de Julien Cheida et Noémie Roche. C'est l'une des images fortes des manifestations au Royaume-Uni. À Bristol, dans le sud-est de l'Angleterre, la statue d'un ancien négrier britannique est déboulonnée, puis jetée dans la rivière, sous les applaudissements de la foule. À Londres, la 2e journée de marche antiraciste s'est terminée par des heurts entre manifestants et policiers devant l'ambassade américaine. Every time we try to seek justice, there appears to be no justice. And many of us mothers, fathers, brothers and sisters, we're going to our graves watching our brothers and sisters just die. And why is that? Un peu plus tôt, une marée humaine défilait dans la capitale britannique. Allongés sur le sol pendant 8 minutes 46, des dizaines de milliers de manifestants ont mimé l'agonie de George Floyd. Un geste devenu le nouveau symbole de la protestation dans le monde. À Bruxelles, le slogan Black Lives Matter s'affichait aussi place Royale. 10 000 personnes réunies pour clamer leur colère face au racisme. La manifestation a donné lieu à des affrontements avec la police pour disperser des casseurs, selon le discours officiel. Vous les racistes, vous êtes les terroristes, crie-t-on ici en Espagne. Des milliers de personnes ont rejoint le mouvement ce dimanche, comme ici à Madrid. Estamos aquí denunciando la muerte de nuestro hermano George, pero también denunciando el racismo que vivimos aquí en España. Porque nosotros somos de aquí, vivimos aquí, pero vivimos el racismo todos los días. Un racisme qui ronge aussi la société italienne. C'est ce que dénoncent ces manifestants point levés, rassemblés sur la place du Peuple à Rome. Et puis à Bristol, des manifestants ont renversé la statue d'une figure de la ville, un marchand d'esclaves du XVIIe siècle, Edward Colston, statue qu'ils ont ensuite jetée dans un canal. Ces marches pour en finir avec le racisme, elles vous surprennent par leur ampleur désormais mondiale, Mme Fatou Niang? Alors, moi, je ne suis pas du tout surprise. Je suis surprise d'une chose, que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Parce que George Floyd, aux États-Unis, vient, il y a 3 semaines, on a eu Ahmaud Arbery, et il vient à la suite d'une longue liste comme ça d'hommes noirs. Je pense à Trayvon Martin, je pense à Michael Brown, qui ont été lynchés. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui s'apparente à un lynchage moderne. Donc moi, ça ne m'étonne pas, et je comprends qu'il y ait eu cette émotion planétaire, parce que cette émotion, elle a trouvé un écho, qui était les réseaux sociaux, et je trouve qu'il y a quelque chose qui a été pour moi le catalyseur, pourquoi
le cas d'Ahmaud Arbery, donc ce jeune jogger de 25 ans qui a été tué, abattu par 3 miliciens blancs en Géorgie, et celui de George Floyd en bouc ému, parce qu'on a eu cette conjonction entre la viralité de cette mort, donc cette mise à mort pendant 8 minutes 46 secondes, où il va plaider 15 fois pour sa vie, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, et qui va être capturé par la caméra de cette adolescente de 17 ans, et la viralité qui va être permise par l'Internet. Et un autre événement qui pour moi a été le déclencheur, ça a été le lockdown, le confinement. Les gens sont restés chez eux, ils ont pu regarder les vidéos ont circulé, et pour moi, il est absolument certain que ce qui a fait la différence dans le cas de George Floyd, c'est qu'on sortait du confinement. Pourtant, on s'imagine qu'on n'a pas du tout la même expérience, le même vécu du racisme au quotidien, selon qu'on vit à Tokyo, Bangkok ou à Birmingham, en Alabama, par exemple. Absolument, et c'est une question qui est centrale, ce vécu, comment on traverse le racisme, parce que je donnais hier un entretien où on parlait du privilège blanc. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Je disais qu'aujourd'hui, dans ce monde, l'un des privilèges qu'on a, par exemple, lorsqu'on est quelqu'un qui vient d'une minorité visible dans un pays en Occident, c'était de savoir très très tôt qu'on était marqué par sa peau, parce qu'on a une expérience quotidienne de la différence qui n'est pas celle de la personne qui va, par exemple, aujourd'hui apprendre ce que c'est le racisme, quand nous, on en fait l'expérience. Mais la raison pour laquelle cette affaire, donc la mise à mort de George Floyd a ému de Bangkok à Bangui, de Dakar à Paris, c'est que c'était l'humanité en fait. Là, vraiment, pendant 8 minutes 46 secondes, on a un être humain qui est mis à mort. Et je pense que là où le parallèle a pu être fait, là où des gens vont se lever à Taïwan pour se dire assez, c'est qu'on ne voit plus un Américain, on ne voit plus un noir criminel ou pas. Alors on ne sait pas, on ne sait pas encore, on ne savait pas encore à l'époque de la viralité, lorsque la vidéo devient virale, les raisons de son arrestation. Mais ce qu'on voit, c'est un homme qui est mis à mort par un autre homme qui apparemment en a rien à faire et qui va plaider pour sa vie, qui va appeler sa mère appeler plusieurs fois sa maman dans les dernières secondes de sa vie. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui, je pense, va résonner à travers la planète, et qui va être aidé, et ça, j'en suis vraiment sûre, par ce lockdown qu'on vivait, où là, les gens sont enfermés. On a été enfermés entre 2 et 3 mois, un peu plus pour ceux qui étaient en Asie. L'émotion était très forte. On se retrouvait avec. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de cette humanité-là qui a été révélée par le fait qu'on se retrouvait chez soi, enfermé face à ces images auxquelles il était vraiment très très difficile d'échapper. John Rick MacArthur, c'est la force de ces images poignantes de George Floyd, ces fameuses 8 minutes d'agonie qui éveillent chez autant de gens ces sentiments mêlés de révolte, de compassion et de solidarité. C'est notre humanité commune qui s'exprime. Je ne comprends pas du tout la mondialisation de ce mouvement. C'est nouveau. Mais je parle d'un point de vue américain et je peux dire qu'il n'y a rien de nouveau ici. C'est une répétition presque exacte de ce qui s'est déroulé à Staten Island, dans la ville de New York, il y a quelques années, avec un autre noir qui était accusé, poursuivi par la police, Eric Garner, qui vendait des cigarettes, je ne sais pas trop bien, et il a été suffoqué, il a été asphyxié, et il a dit exactement la même chose. Il a dit je ne peux plus respirer. Et le policier a échappé à la justice. Il a finalement été renvoyé du département de police de New York. Mais ce qui est étonnant pour moi, c'est que ça se répète sans arrêt. Ce qui est différent pour un Américain, c'est que tout ça s'est déroulé dans une ville entre guillemets progressiste, dans un État, Minnesota, soi-disant très progressiste. Alors, ce que ça dévoile, c'est le racisme, pas vraiment souterrain, mais pour moi évident dans les villes nordistes, et que le racisme et la brutalité de la police ce n'est pas un phénomène sudiste, et ça ne remonte pas entièrement à l'esclavage ou à la guerre de sécession ou tout ce que vous voulez. Mais autre chose, ce qui est étonnant
encore, c'est que, et Madame a bien posé la question, pourquoi ça a pris tellement longtemps pour que les gens se soulèvent. Et voilà que aujourd'hui, on est collé avec un candidat démocrate pour la présidentielle, pour la campagne présidentielle, qui est depuis 30 ans un type qui a fait des compromis avec les sudistes, avec les racistes, qui a voté tous les projets de loi qui ont vraiment créé un système de discrimination contre les Noirs. Il était contre l'intégration des écoles publiques dans les années 81 avec ce qu'on appelle le busing, avec les autobus. Il a voté pour je parle bien sûr de Joe Biden, le candidat démocrate. Il a voté pour le projet de loi qui a mené à l'incarcération d'un énorme nombre de jeunes noirs pour des crimes pas très importants de drogue. C'est un type qui représente l'ancien régime du Parti démocrate. Alors, si vous voulez revenir à ce sujet, j'en serais très content parce que je suis désespéré. Je suis vraiment désespéré. On évoquera les questions de politique intérieure, effectivement, américaine, hein, le lien entre cette affaire et la campagne présidentielle qui reprend progressivement ses droits, John-Luc MacArthur. Mais est-ce que vous pensez, comme l'a dit à l'instant Mme Fatou Niang, que peut-être ce qui a fait la différence entre cette affaire et les morts précédentes et encore très récemment celle de ce jogger, Ahmaud Arbery, qui a été pris en chasse par un père et son fils au motif qu'il le prenait pour un cambrioleur et dont la mort a mis 2 mois avant de déboucher sur une inculpation et l'incarcération des 2 suspects. Est-ce que vous pensez que la différence, c'est ce fameux lockdown entre-temps qui a fait que les gens étaient davantage disponibles pour voir ces images? Peut-être c'était une situation où la frustration a débordé, simplement. C'est un gonflement de frustration en général. Vous voyez que chez nous, il y a le chômage de masse maintenant, l'économie a l'air de s'effondrer. Les gens sont frustrés. Alors, c'était peut-être une belle excuse une belle occasion pour afficher son désaccord avec le système en général. Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que le système en général, fondamental, reste le même. Et on a parlé souvent de changements fondamentaux, après les massacres des écoliers, des élèves dans les écoles publiques par des fous furieux. On reste complètement figé au sujet des contrôles des armes à feu. Et pour le racisme, ça va prendre beaucoup plus qu'une mobilisation mondiale de réformer l'Amérique. Gérald Olivier, le conseil municipal de Minneapolis a jugé que la police de la ville n'était tout simplement pas réformable et qu'il va mettre fin au système de maintien de l'ordre actuel. Cette police à Minneapolis ou ailleurs, elle est pourrie de l'intérieur, elle est profondément raciste. Non, moi je ne le pense pas du tout et je pense qu'il faut ramener un tout petit peu de proportion et sortir de l'émotion pour regarder les chiffres de près parce que lorsqu'on évoque une longue liste de gens qui sont tués par des policiers, ça arrive, mais il ne faut pas prendre l'arbre pour la forêt. Il y a 800 000 policiers aux États-Unis sur l'ensemble du territoire. Ces 800 000 policiers, ils réalisent chaque année 50 millions d'interpellations. 50 millions. Le nombre de personnes désarmées, blanches ou noires, le nombre de personnes désarmées qui se trouvent tuées lors d'une interpellation de police, c'est entre 50 et 100 par an, sur 50 millions d'interpellations. Et donc, il faut un petit peu avoir le sens des proportions. La mort de George Floyd, elle est injustifiable, elle est insupportable. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que le fait qu'il y ait eu cette vidéo si longue, ça a en effet suscité l'émotion qu'on a vue. Je pense que le confinement a également suscité un certain nombre de frustrations et certains ont voulu sortir et se lâcher un petit peu. C'est pour ça que les manifestations ont dégéré en émeute. Je pense que
l'objectif ultime de ces manifestations, c'est pas de parler du racisme, c'est pas de parler de la police, c'est de faire tomber Donald Trump, parce que Donald Trump est une personne clivante et qu'il y a une certaine partie de l'Amérique qui n'a toujours pas accepté son élection et qui fera tout pour le faire tomber. Moi, je prédis que si Donald Trump est réélu, au lendemain de l'élection, vous aurez des émeutes, parce qu'une partie de l'Amérique ne veut pas de Donald Trump. Et donc, si on peut le faire tomber en mettant le feu au pays, eh ben, on mettra le feu au pays. Mais si on se soucie véritablement des vies noires, Black Lives Matter, à côté de George Floyd, vous avez chaque année entre 7000 et 8000 Noirs américains qui sont tués parce qu'il y a une très forte criminalité. Ils sont pas tués par des policiers, ils sont pas tués par des Blancs, ils sont tués par d'autres Noirs. Si les vies noires comptent, pourquoi est-ce que c'est celle de George Floyd et pas celle des 7000 autres qui sont tués tous les ans, dont on ne parle jamais et dont on ne veut pas parler parce que justement, il n'y a pas ce côté raciste derrière. Mais là est le vrai problème. On va faire réagir les invités à ce que vous venez de dire dans un instant. Mais ici même en France, après l'avoir longtemps nié, l'État semble appelé par le président de la République lui-même à se saisir de cette question des violences policières, après que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a saisi la justice suite aux révélations de messages ouvertement racistes, publiés sur Facebook dans un groupe privé réunissant des forces de l'ordre. Est-ce que c'est un problème semblable à ce qu'on observe aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une dérive raciste au sein de nos polices en Occident? Écoutez, la France fera son enquête, mais parler de brutalité policière en France, dans le contexte, ça me paraît totalement exagéré. Il y a un côté mimétisme qui fait qu'on veut absolument que ce qui se passe quelque part justifie des réactions qu'on va avoir ailleurs. On a une police qui est très différente en France et aux États-Unis. En France, on a une police de proximité, une police qui va au contact, qui parle. Lorsque vous avez une interpellation, eh bien, il est possible que celle-ci évolue en fonction des échanges que vont avoir le suspect et les policiers. C'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des procédures extrêmement strictes et extrêmement précises. Les policiers ne sont pas là pour vous écouter, ils sont là pour vous arrêter si c'est l'ordre qu'ils ont reçu, et ils ont des consignes très précises sur comment cette interpellation doit se dérouler. C'est d'ailleurs ce qui incite à des pratiques qui sont parfois beaucoup trop dangereuses. Réformer ces pratiques, ça me paraît tout à fait justifié. Prétendre qu'il y a des brutalités policières partout, y compris en France, et qu'elles sont le fait du racisme, ça me paraît être une récupération politique d'un sujet qui malheureusement est trop grave. Et ce n'est pas du tout en démantelant le département de police ou en désarmant les policiers que l'on parviendra à résoudre ce problème. Je pense que c'est au contraire la solution inverse et qu'on va continuer à aggraver ces problèmes. Jean-Yves Branaï, il faut rappeler peut-être pour ceux qui nous regardent que contrairement à la France ou à d'autres pays, la police américaine ne relève pas de l'État fédéral et que les procureurs, tout comme les shérifs, sont élus. Il faut campagne. Ça crée des collusions entre police, justice et puis des groupes de pression parfois politiques qui financent ces campagnes. Oui, certainement. C'est vrai que c'est souvent ce qui est mis... ce qui est pointé du doigt comme étant une difficulté. Après, on trouve aussi l'avis contraire. C'est bien parce qu'ils sont élus que justement il y a un contrôle démocratique et cette question-là, elle n'est pas tranchée. D'un point de vue français, c'est vrai que le rejet est généralement assez fort vis-à-vis de ce système. Bon, moi, je trouve qu'il pose pas particulièrement de problème et aux États-Unis, il marche assez bien. Là où il y a une réforme à faire, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gérald Olivier à l'instant, c'est qu'il y a des réformes à mener sur la police parce que c'est vrai qu'il y a certaines brutalités policières locales. Entendons-nous bien, puisque ces pouvoirs sont locaux. Le pouvoir de police n'est pas inscrit dans la Constitution comme délégué au président fédéral, mais il est bien réservé aux États, donc c'est les gouverneurs qui le détiennent, et il est délégué pour la plupart du temps aux maires. Donc ce sont des polices municipales qui organisent elles-mêmes leur police, et ça depuis la nuit des temps. On a eu au moment de l'Union, au moment de la construction de l'Union, cette histoire dans l'Ouest où les shérifs faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, c'est ce qui reste dans la légende américaine, et c'est un peu ce qu'on a tous dans l'inconscient collectif aujourd'hui. On peut aller jusqu'à dire, Jean-Yves Branaï, pardonnez-moi de vous interrompre, que policiers et procureurs ne sont pas au service de tous les citoyens américains, mais seulement de ceux qui les ont élus ou qui les ont fait élire.
Écoutez, moi je vais vous retourner la question différemment parce qu'en réalité il y a quelque chose que je n'ai pas entendu dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant et qui pour moi est assez fondamental dans ce qui se passe dans les manifestations aux États-Unis. Je suis assez d'accord quand j'entends dire que le confinement a exacerbé les passions. Je suis assez d'accord parce que je pense que ce confinement a révélé aussi toutes les faiblesses de certaines minorités, de leur difficulté à vivre dans cette société, en particulier la société afro-américaine qui a tout d'un coup a payé un très lourd tribut à cette Covid-19 et s'est rendu compte que quand même elle était toujours la plus pauvre, la plus en pointe sur le chômage, les problèmes de santé, les comorbidités, etc. Tous les maux de la société et le déconfinement a amené cette société, cette communauté à vouloir l'exprimer. On a la goutte d'eau à ce moment-là avec l'arrestation de George Floyd, mais on a surtout immédiatement l'injustice flagrante. Ces policiers ne sont pas arrêtés. Ils ont été laissés libres, ils ont été renvoyés de la police, mais laissés libres sans poursuite. C'est ça qui met le feu aux poudres et c'est ça, quand j'entendais tout à l'heure John dire je comprends pas la différence par rapport à d'habitude, en réalité la différence elle est très forte puisque le fait de ne pas les arrêter, ça relève l'injustice sur laquelle vous m'interrogiez à l'instant, savoir qu'il y a deux justices qui ne fonctionnent pas de la même façon. Derek Chauvin a quand même fini par être inculpé de meurtre. Le signe que la justice n'est pas raciste ou qu'elle est sensible plutôt à la pression populaire? Derek Chauvin est arrêté d'abord et est inculpé dans un premier temps de meurtre au 3e degré, qui est un meurtre sans intention de la donner. Il risque 25 ans de prison. Et finalement, quand Keith Ellison devient le procureur, il requalifie cela en meurtre au 2e degré, ce qui veut dire que il faudra désormais juste prouver le fait qu'il ait stabilisé George Floyd au sol et que ça a entraîné la mort, ce qui est beaucoup plus facile à prouver. Donc, Keith Ellison, procureur démocrate, ça a joué ça? Oui, bien sûr, ça a joué. Mais je termine juste, les 3 autres aussi ont été arrêtés et ils ont été libérés sous caution, une caution d'$1 million pour chacun. Mais dans un premier temps, rappelons-le, et c'est ce qui met tout le monde dans la rue, aucun des 4 n'avait été arrêté. Si l'on manifeste en tout cas partout dans le monde, aux États-Unis même, la mobilisation s'étend bien au-delà des seuls Afro-Américains. Parmi les manifestants, on compte en effet de nombreux Blancs, parfois même une majorité, comme ça a pu être le cas à Minneapolis, à l'image d'ailleurs de la ville elle-même. On voit ça avec Agnès Varamian pour France 2. C'est un drapeau américain enflammé par la bougie du deuil de George Floyd. Une œuvre de l'artiste de rue Banksy, accompagnée de ce commentaire. J'ai d'abord pensé que je devais me taire et écouter les Noirs parler de ce problème. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien, c'est le problème des Blancs. Des mots qui font écho à la couleur de peau des manifestants. Les Blancs y sont aussi nombreux que les Noirs, avec un slogan, le silence tue. Les Blancs américains ont été silencieux trop longtemps au sujet des brutalités faites aux Noirs. Pour beaucoup de ces Blancs américains, il s'agit de faire face à l'histoire, de reconnaître que la fin de la ségrégation n'a pas tout réglé. On doit reconnaître qu'il n'y a pas eu d'égalité. Et être ici, montrer de la solidarité, le dire, ça permet de comprendre le racisme ancré dans notre société. Nous, on veut prendre nos responsabilités et ne pas laisser nos frères et sœurs noirs régler ça tout seuls. C'est vraiment à nous de monter au créneau et de changer tout ça. Une union de la jeunesse noire et blanche, celle des grandes villes américaines, des jeunes qui n'ont pas que l'antiracisme en commun. Le camp blanc-noir n'est plus séparé comme ça pour les jeunes. Les jeunes, ce sont des jeunes d'aujourd'hui, particulièrement dans les villes, avec une vision multiculturelle. Ce sont des jeunes aussi, souvent, qui ne font plus confiance aux aînés pour régler les problèmes de leur avenir. Je pense notamment à la question climatique. Une jeunesse aussi très politisée face à Donald Trump. La gauche américaine compte bien que ces jeunes soient aussi mobilisés qu'aujourd'hui en novembre pour aller voter contre le président. Mme Fatou Niang, ces manifestations, c'est l'aboutissement du mouvement des droits civiques. On passe de l'égalité normative dans la loi à l'égalité réelle dans les têtes, avec eh bien, un certain nombre de personnes qui renoncent à ce privilège blanc, qui se sentent concernées par ce problème, ou bien c'est autre chose d'après vous?
Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste revenir à la question de la localisation du racisme parce que, on a parlé du fait que le meurtre de George Floyd se soit déroulé à Minneapolis était une espèce de révélation que le racisme n'était pas réservé au Sud, mais ça, on le savait déjà. Et je trouve que c'est un peu dangereux d'avoir ce type de discours parce que Philando Castile, Tamir Rice, Eric Garner ont été tués dans des États du Nord. Aujourd'hui, les trois États qui se retrouvent dans le peloton de tête des États les plus mortifères par rapport aux violences policières, c'est l'État de l'Ohio, New York et San Francisco. Nous sommes dans des États du Nord ou des États qui sont libéraux. Donc, je trouve que c'est une espèce de géographisation, de localisation du racisme qui déresponsabilise parce qu'on se dit c'est quelque chose qui arrive ailleurs. Et là, moi, où cette question m'intéresse, parce que je travaille sur la question du racisme en France, et ce sont les mêmes mécanismes qui font que l'on va refuser, rejeter ces manifestations, son ancrage sur le territoire hexagonal, sur la France, parce que c'est quelque chose qui vient de l'ailleurs. Donc, cette exotisation de la chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, avant de répondre à votre question très très vite, c'était sur If All Black Lives Matter, pourquoi pas les vies des Noirs? Parce qu'aujourd'hui, on sait que 88% des Noirs qui sont tués en 2019 sont tués par un autre Noir. Donc, et une grande majorité d'entre eux, ce sont les guerres des gangs. Mais pour moi, je ne fais absolument pas de différence entre le racisme systémique, parce que ça, il va falloir aussi qu'on en parle, la différence entre racisme systématique et racisme systémique. Je ne fais absolument pas de différence entre le racisme systémique qui nourrit cette tradition des gangs, donc la discrimination au logement, ce qu'on appelle l'industrie de la prison. Aujourd'hui, les Noirs sont 12% de la population américaine, 33% de la population carcérale. Je ne vais pas revenir sur les nombreuses études qui, depuis 70 ans, montrent qu'un Noir a 8 fois plus de chances de faire une longue peine qu'un Blanc. Donc, il y a toute une tradition. Oui, pardonnez-moi, pour être sûr qu'on vous comprenne bien, ce que vous dites, hein, en fait, c'est que des Noirs qui tuent des Noirs, c'est aussi le résultat du pouvoir blanc ou de l'hégémonie du pouvoir blanc aux États-Unis? Pour moi, ça fait partie de la même, les tentacules d'une même hydre du racisme qui va entraîner un système de discrimination, de violence économique, de violence financière, de violence physique, corporelle, et l'extension, l'économie qui soutient les gangs, que ce soit à Chicago ou à la Nouvelle-Orléans, est une économie qui vient d'une économie du racisme. Donc, je ne fais absolument aucune différence dans ces chiffres. Et pour répondre à votre question, j'ai des étudiants qui ont entre 18 et 21 ans, qui font partie de cette génération. Et ça a été une semaine extrêmement dure. Les 2 dernières semaines ont été extrêmement dures. Donc, nous reprenons les cours de l'été. Et ce sont des étudiants qui sont moins dépolitisés qu'on croit, qui sont moins rêveurs qu'on croit et qui, je pense, ont plus de doutes que leurs aînés sur ce qui était la puissance des États-Unis. Et les derniers rêves ou les derniers doutes qu'ils avaient, je pense, ont été absolument dissipés. Pas par Donald Trump, parce que ça fait 4 ans qu'il nous nourrit de ses sorties intempestives sur Twitter, où on se demande mais dans quel monde on est. Mais je pense que le dernier attachement que cette génération-là pouvait avoir par rapport à une certaine idée de la puissance de l'Amérique est parti avec ces corps qu'on a vus entassés dans des camions frigorifiques devant les hôpitaux de New York, avec cette débandade totale qu'a été la gestion par la Maison-Blanche, la gestion par cette administration de la crise du coronavirus. Et là, je ne parle même pas de la gestion de la crise pour les minorités latino ou africaines-américaines qui ont été les plus durement touchées, mais je parle vraiment de la faillite qu'a été la prise en compte et la gestion de cette crise qui, pour beaucoup, donc les gens se sont dit, voilà, si on est censé être dans le pays le plus riche du monde, la première puissance du monde, et qu'on a failli sur ça, ou qu'on nous a menti sur nos capacités à nous déployer sur ça, sur quoi d'autre est-ce qu'on a pu nous mentir? Et c'est là que je reviens sur mon premier point, où le confinement a pu permettre des échanges. Les gens sont restés enfermés chez eux 24 heures sur 24 et ont consommé là, de l'image. Et là, on revient sur le rôle des réseaux sociaux dans cette prise de conscience qui a été tardive, mais qui faisait son petit bout de chemin. Et donc, vous confirmez qu'aujourd'hui, elle touche aussi de très nombreux Blancs aux États-Unis? Alors, elle les touche et la question va être de savoir est-ce que ça va être comme ça un mouvement épidermique, parce qu'on a eu
Le mouvement Black Lives Matter est né après un événement similaire, et on a souvent, surtout dans les campus américains, mais là on voit de la manière dont les manifestations qui suivent la mort de George Floyd dépassent les campus. Ils sont vraiment extraordinaires, et de par leur taille, leur constance, et surtout le fait qu'ils traversent toutes les couches sociales, des petites villes au fin fond du Texas à de grandes villes comme San Francisco et New York. Maintenant, la question, c'est et après, qu'est-ce qui va se passer? On a vu quand même qu'il y a eu des concessions, des événements, des choses sur lesquelles on s'est battu depuis sur plusieurs décennies, que ce soit le fait que des soldats dans l'armée ou dans les Marines puissent porter des insignes, soit confédérés ou des insignes nazis. La question du financement des services de police, la question de la formation des services de police, qui étaient vraiment des choses qui cristallisaient, alors je ne vais pas dire le gouvernement fédéral, mais qui cristallisaient au niveau des comtés et des États, et on voit que des choses qui cristallisaient depuis des décennies ont été réglées comme ça, on a l'impression d'un coup de baguette magique depuis ces 10 jours de ralliement. Donc la question est, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on assiste à quelque chose d'épidermique qui va retomber quand les gens retrouveront un travail, quand les étudiants retourneront dans leurs dormes, quand les personnes retrouveront un peu leur train-train quotidien, ou est-ce qu'on assiste ici à quelque chose qui signe une nouvelle aube pour l'Amérique en conjonction avec les élections qui arrivent? Le futur nous le dira. Qu'est-ce qui va se passer, John Rick MacArthur, d'après vous? Est-ce que ce à quoi on assiste en ce moment, plutôt qu'un fossé entre communautés, traduit plutôt à un changement en profondeur de la société américaine avec un clivage générationnel sur cette question des discriminations? Et comment ça va se traduire, d'après vous? Je souligne que ça ne va pas changer grand-chose sans avoir un changement dans le système politique entre les deux partis, démocrates, républicains, qui font leur train-train quotidien et qui ne changent rien finalement. C'est un peu ridicule de discuter. Mais pour vous, la désignation de Joe Biden est emblématique de ça, d'un système qui ne veut pas se réformer? Parfaitement emblématique d'une situation complètement corrompue chez les démocrates, qui devraient être le parti d'opposition, qui traditionnellement... Indépendamment du choix de la future vice-présidente, puisqu'on sait que Joe Biden a l'intention de choisir une femme. Ça n'a rien à faire avec le vice-président. C'est une attitude qui domine le Parti démocrate, qu'on peut... que les Noirs vont toujours voter démocrate sans disputer la désignation du candidat, qui vont soutenir n'importe qui, Clinton... Ces déclarations de Joe Biden sur un Noir qui vote Trump n'est pas un Noir, elles vous ont choqué? Il considère comme acquis ce vote noir, quoi qu'il arrive? Oui, que c'était acquis. Je ne suis pas choqué par quoi que ce soit qui sort des bouches des barons du Parti démocrate. Mais c'était typique. Biden les prend pour acquis, les Noirs, en disant avec un genre de clin d'œil, « You ain't black ». C'est tellement condescendant. Les démocrates sont tellement condescendants envers les Noirs que que je suis très sceptique sur la possibilité que ça va vraiment changer la donne, que les Blancs ont finalement compris que l'harcèlement des Noirs, qui est, je veux dire, pour contredire ce que monsieur a dit tout à l'heure, qui a dit tout à l'heure, c'est un harcèlement systémique. Si on est noir et on conduit une voiture dans un quartier où on n'est pas, où il y a très peu de noirs, et encore je souligne que la ségrégation reste la règle chez nous. Ça n'a pas tellement changé que si on est un jeune noir qui traverse un quartier blanc, on a je ne sais pas combien de fois, on est arrêté très très souvent pour aucune raison. Et alors c'est pas seulement les meurtres, c'est le harcèlement. On proteste contre le harcèlement. Mais si on veut vraiment changer la donne, il faut changer bien sûr le système économique qui aujourd'hui paie un salaire minimum de 7,25 $ l'heure pour des gens qui font des travails bruts
et aussi un système d'éducation qui insère la discrimination contre les Noirs. On n'a pas de possibilité d'en sortir si on est noir et on est élève dans une école publique typique. Gérald Olivier, Donald Trump qui a eu ces mots d'ailleurs qui ont un peu surpris, hein, qui a dit que, en gros, George Floyd devait être très heureux là-haut de voir les chiffres du chômage américain. Bon, lui pense effectivement, semble-t-il, hein, Donald Trump, améliorer la condition des Afro-Américains par ses réussites économiques, ou du moins le pense-t-il. A-t-il sous-estimé, d'après vous, néanmoins, cette réaction d'une partie du peuple américain, ou bien est-ce qu'il compte sur une éventuelle majorité silencieuse, hein, pour paraphraser Nixon, en supposant qu'une majorité d'Américains soient davantage choqués par les pillages en marge des manifestations que par ces violences commises envers des Noirs? Oui, absolument. La majorité silencieuse, encore faudrait-il la définir véritablement, cette majorité silencieuse, mais c'est vrai qu'elle existe, et c'est vrai que des émeutes, ça va réunir quelques milliers de personnes dans la rue, mais ces milliers de personnes, lors d'une élection, elles ne pèsent pas lourd contre des millions d'électeurs. Donc vous avez un certain nombre de gens qui ont été choqués par la mort de George Floyd, mais qui ont été encore beaucoup plus choqués par les événements qui ont suivi la mort de George Floyd. Et il est évident que Donald Trump compte sur cet électorat-là. Maintenant, il y a une autre question beaucoup plus importante que vous avez posée avant, c'était que le fait que malgré tout, jusqu'au virus, l'économie américaine était plutôt en bonne santé et que cela profitait à tout le monde, y compris à la minorité noire. Et le chômage au sein de cette communauté était tombé à un plancher historique, c'est-à-dire que cette communauté était au travail. Il faut aussi souligner que les politiques progressives qui ont été mises en place à partir des droits civiques en 1965 et qui sont venues en aide à la communauté noire sous terme d'assistanat, sous terme d'aide au logement, etc., etc., ces politiques n'ont jamais réussi à sortir l'ensemble de la communauté de la pauvreté. C'est la croissance économique qui fait cela. Et cette croissance économique, plus elle est forte, plus elle profite à cette communauté. Et je voudrais souligner que aussi bien on voit des Blancs se mêler à la foule noire pour dire leur dégoût de ce qui s'est passé à Minneapolis et ailleurs et dénoncer une forme de racisme systémique, si vous voulez. Moi, je voudrais souligner qu'au sein de la communauté noire aussi aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus de cette victimisation, qui ne veulent pas dire que je suis la victime d'un racisme, que si aujourd'hui je me trouve en difficulté, c'est parce qu'il y a 200 ans, mes ancêtres étaient esclaves. Il faut sortir de ce schéma-là. Et vous avez des jeunes, Candace Owen, qui est une jeune blogueuse, vous avez d'autres personnes qui se lèvent contre cette idée-là et qui disent il y a une autre possibilité pour notre communauté et on s'en sortira par le travail, pas par l'assistanat. Il a tout de même, je vais laisser réagir tout de suite John Wick MacArthur, mais il a quand même tout de même fini, hein, Donald Trump, par ordonner le retrait de la garde nationale de Washington. Est-ce que c'est pas un peu un aveu d'erreur, ça, quand même, Gérald Olivier? Non, de toute façon, la garde nationale, tous les présidents, en cas d'émeute, c'est un recours auquel beaucoup de présidents ont eu. On l'a dénoncé pour Donald Trump, mais je rappelle que même en 92, lorsqu'il y a eu des émeutes à Los Angeles, on avait fait appel à la garde nationale. Dans les années 60, quand il y avait des émeutes, les présidents Johnson, qui était démocrate, faisait appel à la garde nationale. Eisenhower, en 57, dans l'Arkansas, a fait appel à la garde nationale. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est la personnalité de Trump qui fait qu'on souligne l'événement, mais le choix lui-même, la politique lui-même, elle est plutôt classique. Pour conclure, on entendait à présent, vous connaissez bien les deux candidats, vous avez écrit sur eux. Est-ce que Donald Trump, aujourd'hui, prend de front cette communauté afro-américaine à dessein dans le but de consolider son propre électorat, ou bien est-ce que tout simplement il ne comprend pas la moitié du peuple américain en pensant les séduire? Et puis Joe Biden lui-même, on entendait à l'instant John Wick MacArthur dire qu'il était finalement le tenant d'une ligne au sein du Parti démocrate qui a toujours été défavorable aux intérêts économiques de la communauté noire. Pourtant, c'est lui qui a réuni le plus de votes des électeurs noirs démocrates lors de ces primaires. Et c'est d'ailleurs un peu à eux, à cet électorat, qu'il doit sa renaissance.
Alors, je crois que si on veut remettre les choses en ordre, on va repartir des manifestations et il me semble qu'on se trompe un petit peu quand on ramène directement, comme j'ai entendu, à Trump ou à Biden, parce qu'en réalité, les trois quarts des gens qui sont dans la rue se contrefoutent de l'un comme de l'autre et ils sont dans la rue pour essayer de changer leur vie. On le disait dans la première partie, il y avait un problème inhérent à cette communauté noire américaine qui effectivement, comme le disait John tout à l'heure, est toujours dans la ségrégation. Un seul chiffre. Aujourd'hui, quand on est riche aux États-Unis et noir, par exemple, à un salaire de 88 000 $, c'est un médian dont on parle pour la communauté asiatique, on vit à 39% dans un quartier pauvre noir aux États-Unis. La même proportion, la même condition pour un blanc ramène à une proportion de 9%. C'est une différence. Un deuxième chiffre, puisque tout à l'heure j'entendais des chiffres qui étaient présentés. Le salaire médian aux États-Unis est à environ 60 000 $. Il est à 75 000 $ pour les blancs, mais il est à 39 000 $ pour les noirs. Donc on voit qu'il y a encore de réelles différences qui font que tout ça doit être changé. C'est d'abord pour ça qu'ils sont dans la rue. L'affaire Trump ou Biden est vraiment hyper secondaire. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une campagne électorale, que les deux candidats se sont positionnés, Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden a parlé immédiatement de racisme systémique. Ça veut dire qu'étant le candidat des démocrates aujourd'hui, il doit apporter une réponse. Il a la responsabilité de le faire puisque c'est lui qui a mis le problème sur la table. Et Donald Trump en face s'est trouvé embarqué dans cette conversation alors que lui-même avait décidé de faire une campagne axée d'une part sur l'économie et d'autre part sur la responsabilité de la crise sanitaire en désignant la Chine. Aujourd'hui, on parle de tout à fait autre chose aux États-Unis. On parle plus de l'extérieur, on parle de l'intérieur. Les États-Unis, au lieu de regarder dehors, regardent dedans. C'est ça le vrai changement qui vient d'y avoir avec cette affaire George Floyd. Et c'est pour ça qu'on est dans la campagne aujourd'hui et que tout est absolument changé avec cette société. Je rejoins assez ce que disait Nicole Bacharan tout à l'heure quand elle était interrogée. Je crois qu'il y a un problème de vision de la société pour demain et que les très jeunes voient la société différemment parce qu'ils veulent une société plus généreuse, plus inclusive, plus écologique aussi, comme elle le disait. Et là, il y a une vraie différence actuellement avec les candidats. Maintenant, je pense pas, et bien sûr, j'ai écrit dessus, que Joe Biden est en mauvaise position, parce que ayant proposé ce plan, bien, il va le présenter avec ses alliés de la gauche, mais également en tendant la main aux républicains modérés, et que ça oblige Donald Trump à présenter quelque chose. Et pour l'instant, il n'a à opposer qu'une économie florissante, et il espère que ça va revenir très vite. On le souhaite pour l'Amérique, on le souhaite pour lui, à la limite, si on est de son côté, mais ça fait un peu court quand même comme programme de société pour l'avenir. Merci Jean-Éric Brana, c'est la fin de ce débat. Je remercie également Mamfatou Niang qui était avec nous, John Wick MacArthur et Gérald Olivier. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24. Rendez-vous demain mardi pour un nouveau débat.